Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir de nouveau Marc Raffard, fondateur de Scout en Bourse. Donc Marc est ici pour nous parler encore des ETP. Alors aujourd'hui, c'est plus pour nous parler du fonctionnement, la structure des ETP synthétiques et physiques. Alors bonjour Marc. Bonjour Laetitia, merci beaucoup de m'inviter sur ta chaîne YouTube à nouveau. Ben, merci d'être là. Effectivement, les gens savent ce que sont des ETP, des ETF, surtout on va parler des ETF aussi. Ouais. Les gens savent ce que c'est comme produit, c'est de plus en plus connu. Faut juste pour rappeler dans l'histoire, en 93, il y a eu les premiers ETF sur le S&P 500 qui ont été créés, le Oui, fameux SPY que tout le monde connaît. Ça date de 93 quand même, hein, donc le ça SPY, date pas, ouais. ouais, ça date pas d'hier. En 2004, je crois qu'il y avait une centaine d'ETF qui existaient. Ouais. En 2014, on avait 1000 ETF qui existaient. Aujourd'hui, en 2021, on a plus de 7500 ETF. Donc, c'est Wow. vraiment un marché qui se développe. On voit beaucoup d'ailleurs de fonds mutuels, Ouais. notamment à JP Morgan très récemment, qui a annoncé que toutes leurs activités de fonds mutuels, enfin pas toutes leurs activités, mais enfin en tout cas une grosse partie qui concerne 10 milliards de dollars, seront transférés sur des ETF. Il faut dire que les ETF, c'est des produits qui sont listés en bourse. Donc, Oui. pour la souscription ou pour la désouscription, c'est plus simple. C'est comme une action, on achète, on vend. Il n'y a pas de formalité administrative, donc c'est bien pratique. Ce qui est vecteur de leur succès. Oui, effectivement. Voilà. Alors, effectivement, je voulais rentrer dans des détails parce qu'on connaît les ETF. Maintenant, après, on est parfois un petit peu perdu entre tous les types d'ETF qu'il existe. Euh, et en fait, moi, ce que je voulais effectivement aujourd'hui vous présenter, c'est deux structures d'ETF qui sont bien différentes, bien Ouais. distinctes. C'est les ETF qui ont une réplication physique et les ETF qui ont une réplication synthétique. Alors, il y a des gens qui peut-être qui en ont déjà entendu parler, mais maintenant, ça reste quand même quelque chose de très abstrait. Il y a beaucoup de gens, moi, qui me contactent, qui me disent, ouais, mais c'est quoi la différence concrètement? On a tendance à dire généralement que les ETF à réplication physique, c'est bien pour le long terme, que les réplications synthétiques, c'est mieux pour le court ou le moyen terme. C'est pas nécessairement vrai. Alors, pourquoi on a ce raisonnement de base? C'est parce que les ETF physiques sont considérés comme plus sûrs. C'est-à-dire que l'émetteur de l'ETF Oui. détient physiquement toutes les actions de l'indice qui le compose. Donc, si on a un ETF CAC 40, on a les 40 actions du CAC 40 dans son portefeuille. Donc, on a une certaine sécurité, j'ai envie de dire, Oui, tout qui à est fait. voilà. C'est pour ça qu'on dit si on veut investir dans le long terme, il faut privilégier la sécurité. Il vaut mieux partir sur euh, de la réplication physique. Euh, Après, je tiens quand même à préciser, avant de démarrer ce sujet, Oui. on parle souvent, moi je le vois des fois sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on a des émetteurs d'ETF aujourd'hui comme BlackRock, comme Vanguard, comme Oui. Franklin Templeton, comme Standard. au Canada, vous avez Bank of Montreal aussi qui est connu Oui. pour émettre des ETF. Donc, il y a beaucoup d'émetteurs d'ETF qui sont pour certains effectivement des géants au niveau de la finance de marché. Et des fois, ça fait peur. On se dit, mais un BlackRock qui gère 14 000 milliards de dollars, ça fait peur. C'est Et le on se numéro dit, un, hein, je crois. ouais, ouais, ils sont Ouais, largement le c'est numéro ça. un. Ils sont suivis de très près par Amundi, qui a d'ailleurs Ah très oui. récemment racheté Lyxor. Donc là, Ouais. c'est la petite, voilà, Cocorico, hein, les petits Français. Amundi. Waouh. Ouais, c'est marrant Ouais. parce qu'Amundi sont plus présents, je crois, en Europe qu'en Amérique du Nord. Parce Ah qu'en ouais, ils sont Amérique pas du du Nord, tout en c'est plus Amérique du Nord. Vanguard, Ouais, 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 ouais. iShares. Ils sont pas du tout en Amérique du Nord. Ils sont que Ouais, c'est ça. en Europe, ouais. Et donc, ça fait peur, ces mastodontes. Il y en a qui se disent, s'ils font faillite, effectivement, s'ils font faillite, ce sera un tsunami sur les marchés financiers. Maintenant, après, le risque de faillite d'un émetteur d'ETF, il est quand même plus faible qu'un fonds spéculatif ou autre, parce qu'en général, ils Tout à traquent fait. des indices, ils prennent leurs frais, ils n'ont pas de risque opérationnel comme un fonds spéculatif ou comme d'autres intervenants sur les marchés. Ils sont juste là comme un peu comme un courtier, si on veut, entre Oui. guillemets. Donc, ils prennent leurs frais que les marchés montent ou que les marchés baissent. Bon, bah, si les marchés baissent et qu'il y a des désouscriptions, ils vont perdre en AUM. Donc, sur les fees qu'ils prennent, ils gagneront moins. Mais ce n'est pas nécessairement ça qui va créer la faillite. Donc,
Déjà, ce que Même je en voulais parlant de faillite, si un BlackRock fait faillite, on s'entend que le marché, enfin, si tu détiens des stocks individuels, tu feras ah pratiquement bah un ça crash sera, alors, total aussi. Enfin, je veux dire, il n'y aura pas d'espoir de ce côté-là non plus, hein. Enfin, tout le monde sera rincé, ça c'est sûr. bah, Mais ça, c'est sûr, voilà, mais le risque de faillite est quand même faible. c'est faible. Faudrait que l'entreprise gère mal ses dépenses, etc., et que les commissions qu'il génère ne suffisent plus à payer les salaires. Encore là, il pourrait encore virer, il pourrait encore licencier. Donc, le risque de faillite est quand même relativement faible, mais voilà, par mesure de sécurité, on préfère avoir du physique Oui, pour. Mais on verra en fait, c'est très psychologique. Donc, l'avantage du physique, de la réplication physique, c'est quoi? Bah, entre autres, bon, on investit directement dans les actions. Donc, oui, ce que j'explique assez souvent sur Scout en bourse dans l'investissement socialement responsable, bah, si on veut vraiment détenir les actions, avoir un impact direct sur une entreprise ou autre, bon, bah, c'est vrai qu'on va se dire, moi, je préfère détenir les actions physiquement. Comme ça, je les achète, je sais que voilà, j'ai un impact beaucoup plus direct sur le marché. Donc, il y a cette première avantage qui peut se dire, voilà, je veux vraiment détenir des actions totales ou des oui, actions qui composent le portefeuille de l'ETF. Si on veut investir dans l'or aussi, bah, si on veut investir dans l'or, soit on achète les lingots d'or, soit on achète un ETF. Mais si on achète un ETF, on va plutôt aller s'orienter vers des ETF qui détiennent physiquement l'or. On ne veut oui, pas ce qu'on appelle l'or papier, hein. Bon, je sors un petit peu du sujet, mais on sait qu'il y a beaucoup plus d'or papier en circulation dans le monde que d'or physique. oui, Donc, on sait qu'un jour, il y aura un problème si jamais tout le monde veut retirer son or. Et quand on investit dans l'or, on veut de la sécurité, donc on veut du physique derrière. On oui, veut que ce soit ça, backé c'est vrai. physiquement. Donc, l'avantage du physique, c'est cette sécurité, voilà, c'est le fait qu'on détient réellement les actifs. Deuxième avantage, ça peut être aussi une problématique fiscale. Je pense notamment au PEA. Pour être éligible au PEA, il faut qu'on soit investi dans des actions européennes. Donc, on peut aller partir sur un ETF qui a une réplication physique pour qu'il soit éligible au PEA. Ça peut être aussi ce genre de choses. Les avantages, les inconvénients, par contre, bah, c'est que ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher. Pourquoi? Parce Dire qu'on a les frais derrière de management. des frais de management qui sont Ouais. annualisés, qui sont intégrés dans le prix de l'ETF. Parce qu'il y a Euh, la commission généralement qui est de 0%. Enfin, généralement, la majorité des brokers le font à zéro. Mais après, tu as les frais dans le fonds qui sont Exactement. déduits. Les frais. Alors Ouais, ça, les gens, d'ailleurs, tu fais très bien de souligner ça. Les gens, des fois, ne le savent pas. En fait, on n'a pas de frais d'entrée, de frais de sortie sur un ETF. Par contre, c'est on ça. a un frais de management fees, donc un frais de gestion. Généralement, ça va varier entre 0,03%, 3 points de base, jusqu'à 1%. Mm. C'est une fourchette assez large. Ça dépend des émetteurs, ça dépend de la taille de l'émetteur, ça dépend du produit. Et en fait, ces frais, ils sont intégrés dans le prix. Donc, si l'ETF il cote à 10 sur le marché, vous l'achetez à 10, dans le prix de 10 sont déjà inclus les frais. Donc, concrètement, si la performance annuelle de l'ETF est de 2% et que vous Ouais. avez, alors je prends très faible, hein, des ETF sur les obligations peut-être, 2%, et que vous avez 50 points de base, donc 0,5% de frais, bah, en fait, votre performance finale, ça Mm. sera 1,5%. Voilà. Donc, OK. ou Puis au alors, si niveau des vous, frais, je crois que aussi, enfin, je sais pas si tu peux me confirmer ça, je crois que plus la gestion est active dans le fonds, plus il va y avoir de frais, moins la gestion, plus la gestion est passive, moins ça sera cher aussi à l'intérieur des frais. exactement, Ouais, exactement, 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 tout à fait. Et en fait, alors oui, je précise, hein, si vous voyez que votre ETF a fait 2% de performance sur votre portefeuille, hein, quand vous vous mm. connectez sur votre compte, les frais sont déjà déduits. C'est-à-dire que c'est dans le prix, hein. C'est Oui, pas quelque chose qui va tomber à la fin de l'année qu'il faudra déduire. C'est vraiment dans le prix. Je le précise parce que des fois, on a des questions comme ça. Alors, donc, en général, ceux qui offrent une réplication physique sont plus chers parce que bah, finalement, il y a un gestionnaire derrière qui c'est ça. doit acheter et vendre les actions. La composition du CAC 40, elle change, pas souvent, mais elle change. Donc, il y a ce travail à faire. Il y a un rééquilibrage aussi à faire de façon trimestrielle en fonction de la performance pour garder la même pondération et pour traquer au mieux la performance du CAC 40. Donc, il y a un travail sur les marchés d'achat, de vente.
Donc, ça coûte de l'argent. Il faut payer un gestionnaire, il faut payer les frais de transaction, il faut, voilà. Donc, ça coûte un peu plus cher. Donc, ça, c'est, on va dire, l'inconvénient de ceux qui ont un ETF à réplication physique. On verra quand même que les plus gros émetteurs, ils ont une astuce pour tirer les prix vers le bas parce que bon, on est quand même dans le monde de la Ouais, finance. Tout le monde essaie d'être le plus compétitif, d'être le moins cher possible. Donc, ils c'est ont ça. toujours des astuces. On verra après. Et je ferai un petit parallèle avec Robinhood parce que on verra, on en parlera juste après. Et après, l'un des autres inconvénients de ceux qui ont une réplication physique, c'est c'est ce qu'on appelle le tracking error. Parce que bah, le but d'un ETF, quand je pense à un ETF, alors il y a plein de types d'ETF. Il y a des ETF thématiques, il y a des ETF immobiliers, il y a des ETF, Sectoriel. comme tu disais tout à l'heure, gérés activement, ce qu'on appelle les actively managed Ouais. ETF. Là, on est presque plus sur du fonds spéculatif. Oui, Mais moi, quand je parle d'ETF, c'est vrai que j'ai en tête ce qu'ont la plupart des gens en tête, c'est le CAC 40, le S&P 500, indiciel. Mm. indiciels. Et les ETF indiciels, leur rôle, c'est de traquer l'indice de référence et avec ceux qui offrent une réplication physique, ben on a ce qu'on appelle un tracking error. Et le tracking error, il peut être de quelques pourcents. Ça vient d'où ce tracking error? Ben, ça vient de la compétence du gestionnaire à rééquilibrer correctement son portefeuille de manière à coller au mieux l'indice. Il y a alors sur le CAC 40, je pense que ce n'est pas très compliqué quand on fait la réplication physique, on achète 40 actions, hein. Quand Ouais. on fait le S&P 500, c'est déjà beaucoup plus difficile. Et oui. C'est déjà beaucoup plus compliqué. Alors, il y a des ETF physiques qui, entre guillemets, trichent un peu, c'est-à-dire qu'ils vont prendre seulement les 150 ou les 200 premières Ouais. actions du S&P 500 et ils vont dire, bon, bah, si on a ça dans le portefeuille, à 85%, on est sur le, On sur va suivre un le, peu sur le la S&P 500, perf. mais on a 15% du coup de tracking error. Ouais. Donc, ce fameux tracking error, c'est ce qu'on retrouve très souvent sur les ETF à réplication physique. Maintenant, donc, pour passer donc vous avez compris, hein, ETF à réplication physique, c'est simple, hein. On a un fonds listé en bourse et en fait, on achète chaque action qui compose l'indice. Le Donc, il fond. n'y a pas grand-chose de compliqué à comprendre là-dedans. Les ETF à réplication synthétique, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en fait, l'émetteur ne va pas nécessairement détenir les actions sous-jacentes qui composent l'indice, mais il va en fait entrer dans ce qu'on appelle un swap de performance. Donc, un swap de performance, c'est un produit OTC, enfin, c'est un agrément, en fait, Mm. entre deux entités financières. Euh, pour ceux qui font du trading, qui connaissent les CFD, alors, c'est peut-être un peu criminel de comparer du swap à du CFD, mais ça se ressemble en fait très fort. Ouais. Parce que le CFD, vous êtes en contrat quelque part avec votre TC. courtier pour un contrat pour la différence. Donc, si vous gagnez, le broker doit vous payer. Si vous perdez, etc., c'est vous qui devez payer le broker. Et après, le broker, il fait sa sauce, il se débrouille. Le swap de performance, c'est un peu pareil. En général, c'est entre deux banques ou entre deux institutions financières. En fait, on va avoir, par exemple, une banque. Alors, je vais vous donner, moi, vous savez, je travaille pour Granite Share, hein, donc un émetteur de TP. Je vais vous donner un exemple très concret parce que nous, on fait des ETP à réplication synthétique. Donc, nous, on travaille avec Natixis, qui est notre fournisseur de swap. Donc, Natixis, qui est une grande banque française, bon, bah, eux, Natixis, ils ont plein d'activités de marché. D'accord? Ils ont des gestions d'actifs, etc., etc. Et le but de cette banque-là, c'est d'essayer tant bien, autant que possible de neutraliser leur risque de marché. Vous savez, les banques, ça agit comme des gros brokers. Eux, ils aiment bien prendre des commissions à droite à gauche, mais ils n'aiment pas avoir un risque de marché directionnel. Mm. Donc, eux, ils veulent neutraliser le risque. Donc, en fait, Neutralité, ouais. des banques comme Natixis sont très contentes de trouver des émetteurs comme Granite Share pour entrer dans un swap de performance. C'est-à-dire qu'eux, ils vont dire, bon, ben voilà, nous, sur Google, sur Amazon, sur Facebook, on a une exposition qui est là, on est en risque. Donc, si l'action baisse, on va perdre. Donc, on a une exposition de marché. Donc, ils vont faire un swap de performance, c'est-à-dire qu'ils vont dire, par un contrat, hein, moi, je me décharge de ce risque de marché et je vous transmets ce risque-là. Je ne vous transmets pas les actions parce que c'est trop compliqué. C'est une banque comme Natixis, son Oui. exposition, voilà, ils ne vont pas transférer les actions. Par contre, et de toute façon, ce ne serait pas efficient d'un point de vue coût de transférer les actions. Ils préfèrent juste transférer le risque avec un contrat.
de dire, voilà, comme ça, vous avez l'exposition. Moi, je suis neutre, j'ai plus de risque que l'action Amazon, elle monte ou elle baisse, j'ai plus de risque. Par contre, voilà, c'est vous qui détenez ce risque. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle un swap de performance. C'est-à-dire qu'en fait, bah, il y a une contrepartie qui veut se débarrasser de son risque, il y a une autre contrepartie qui veut une exposition sur cette valeur-là, puis il faut un agrément pour dire, OK, je prends ton risque, et comme ça, il n'y a pas de… Et c'est comme ça que fonctionne, en fait, la réplication synthétique. Synthétique, On ouais. part sur un swap de performance. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Maintenant, après, alors, quel est l'avantage à avoir un swap de performance? Eh bien, déjà, c'est qu'il n'y a pas de tracking error possible, puisque de toute façon, on part sur une exposition. Si c'est un ETF synthétique sur le S&P 500, vous avez un contrat avec votre contrepartie, avec votre banque, qui dit, voilà, je vous délivre une exposition sur le S&P 500 parce que moi-même, je suis en risque sur le S&P 500. Donc, c'est le S&P 500. Il n'y a pas de besoin d'avoir de rééquilibrer, de racheter des actions, Ouais. etc. On n'a pas de tracking error. Donc, ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, bah, c'est les coûts. Comme on n'a pas besoin d'acheter, de vendre des actions, de rééquilibrer, de payer un gestionnaire qui va s'occuper de ça, bah, on peut tirer les coûts vers le bas. Du coup, on est moins cher. Donc, c'est l'avantage. Maintenant, le risque, c'est quoi? C'est que si Natixis fait faillite, Mm. à ce moment-là, bah, ils ne vont pas pouvoir honorer l'exécution de leur contrat de swap de performance. Et du coup, on se retrouve, on a perdu. En fait, finalement, même si on était à plus 30% sur notre swap de performance, bah, si la banque fait faillite, elle ne peut pas délivrer, elle ne peut pas payer ce qu'elle nous doit. Donc, au final, on a un risque qu'on appelle un risque de contrepartie. Alors, ce qu'on peut faire quand on est un émetteur et qu'on a ce risque de contrepartie, c'est de couvrir ce risque avec du collatéral. Et c'est ce que font beaucoup d'émetteurs, pas tous, hein. D'ailleurs, si on veut savoir, ça c'est important, hein, si on veut savoir si un émetteur il a un mode de réplication physique ou synthétique, ce qu'il faut, c'est aller voir ce qu'on appelle en anglais le KID, ou en français on appelle ça le DC, c'est le document légal d'information. Donc, D'accord. DC, c'est document d'informations clés de l'investisseur en français. KID, c'est Key Information Document en anglais. Donc, on va voir ce document et ce document, ça fait 2 pages et ça va nous dire quels sont les frais, quelle est la méthode de réplication, physique ou synthétique, ça c'est important. Ça vous permet de déterminer si vous êtes dans un ou l'autre type de TF et après, est-ce qu'il est collatéralisé ou pas. S'il n'est pas collatéralisé, à ce moment-là, vous avez ce risque, c'est-à-dire si la banque fait faillite, bah, on se retrouve, on n'a plus rien. S'il est Ouais. collatéralisé, ça veut dire que la banque, elle vous fait le swap de performance, mais en plus, parce qu'elle vous dit, voilà, il faut que vous ayez quelque part des garanties pour vos clients, elle va aller déposer dans une autre banque dépositaire. Donc là, pour Granite Share, c'est Bank of New York Mellon. Donc la Ouais. NCC va déposer du collatéral. Et ce collatéral, ça peut être pas forcément l'actif sous-jacent. C'est-à-dire qu'on peut avoir un ETF CAC 40 et que le collatéral, ce soit du S&P 500. OK. Mais ce qu'on veut, c'est que ce soit un collatéral liquide. Et d'ailleurs, très souvent, on ne veut pas que ce soit un collatéral euh, comment on appelle ça, corrélé à l'actif du swap pour avoir justement cette diversification. Voilà un petit peu pour les ETF à réplication synthétique. Maintenant, ce qui est intéressant, tout à l'heure je le disais, c'est que les ETF, les émetteurs d'ETF, ils essayent tous de se faire compétition, donc ils essayent tous d'être le moins cher possible. Donc en fait, est-ce que tu connais le modèle, le business model un petit peu de Robinhood? Tu t'es intéressé sur comment il fonctionne ou pas pour offrir du trading sans commission? Le modèle de Robinhood? Ouais. Ah oui, 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 eux, je sais qu'ils compilent beaucoup les datas, qu'ils envoient souvent à Citadel, par exemple. Ça, c'est une partie de leur Et c'est une partie de rémunération. leur Et commission, le l'autre, spread. voilà. Et l'autre partie de la rémunération, c'est qu'en fait, ils vont faire ce qu'on appelle du lending, c'est-à-dire qu'ils vont prêter les Ouais. actions que détiennent leurs clients. Et En ça France, il y a c'est la même très… chose, je crois, chez Desgiro, non? Il n'y a pas quelque chose de Chez similaire? Trading 212, il y a la même Ah, chose. ok, d'accord. Ok, c'est ça. Ouais. Disons que c'est un mode de fonctionnement assez rémunérateur. Alors, si vous êtes client d'Interactive Broker, par exemple, qui est un gros courtier américain, et que vous avez un compte de plus de 50 000 euros,
vous pouvez vous-même prêter les actions à d'autres investisseurs et vous partagez le revenu avec Interactive Broker. Donc, Ok. Interactive Broker, ils sont très transparents là-dessus. Vous payez des commissions, mais vous pouvez prêter vos actions. Il y a d'autres courtiers comme Trading 212, Robinhood, peut-être de Giro, je ne sais pas, ou d'autres, qui proposent de dire, voilà, nous, on vous fait du trading sans commission. Par contre, vos actions, on va aller les prêter et on va en retirer une rémunération. Ben, en fait, avec les émetteurs d'ETF, ben, ils font un peu la même chose. En fait, ils détiennent les actions. Ils savent très bien que ces actions-là, ils ne vont pas en avoir besoin tout de suite. Donc, Ouais. plutôt que de les garder en portefeuille, ils vont les prêter et ils vont pouvoir récupérer 1, 2, 3% par an, hein, sur l'ensemble des actions qu'ils prêtent. Donc, en fait, le business model de l'émetteur d'ETF change un petit peu. C'est-à-dire que les frais qu'ils vont charger aux clients, bon, ça, c'est un peu la façade, mais en Oui, réalité, ils vont gagner beaucoup plus en prêtant les actions. Donc, ce qui leur permet de s'aligner en fait sur les tarifs. Mais après, ça implique quand même un autre problème, c'est que bah, du coup, ils prêtent les actions. Donc, cette garantie qu'on a. Risque de crédit, non? C'est quand tu prêtes. Exactement, Ouais. exactement. Donc, c'est-à-dire que on a tendance à choisir plus des ETF à réplication physique pour la sûreté, pour se dire je les ai, c'est sûr, Hmm. c'est du physique, ouais, pour avoir plus de garantie. Et finalement, on se retrouve avec des ETF euh, où en fait on a un risque de crédit parce qu'elles sont prêtées à des tierces personnes. Et si ces tierces personnes sont en faillite, bah, ça va faire un effet cascade. L'émetteur ne va pas pouvoir payer et l'émetteur fera faillite aussi. Donc en fait, finalement, on se retrouve avec, pour toujours baisser les prix au plus bas, au moins cher, pour toujours tirer les prix Ouais. vers le bas, on se retrouve avec des, entre guillemets, des effets un peu pervers comme ça, où finalement, bah, C'est fou ce qui ça, hein. semble le plus risqué, bah, c'est finalement ce qui semble moins risqué, c'est finalement le plus risqué. Donc ça, faut le savoir. C'est pour ça aussi que je fais Mais cette au vidéo avec niveau de toi. ceux qui prêtent les actions, ce sont plus les courtiers que ce sont pas forcément je veux dire, c'est pas BlackRock, par exemple. Alors BlackRock, je ne sais pas, à vrai dire, je Ouais. ne suis pas allé voir. Alors c'est là où c'est un peu piégeux, c'est-à-dire que Ouais. dans le document clé d'information de l'investisseur, donc dans ce fameux DC, Ouais. on a toutes les informations normalement qui nous permettent de comprendre quel est le risque et comment fonctionne le produit. Le problème, c'est que pour ce truc de landing, donc ce truc de prêt d'action, il n'y a pas d'obligation légale aujourd'hui de le mettre dans ce document-là. Dans ce D'accord. document-là, c'est un document qui est fait par les régulateurs comme l'AMF ou autre, et on dit, voilà, vous devez avoir telle et telle information qui figure sur ce document pour que l'investisseur soit informé de ces informations-là. Le problème, c'est que cette pratique de landing, elle est quand même très jeune. Elle est arrivée un peu en même temps que les Robinhood et autres. En fait, disons Ouais. que c'est le business model de Robinhood qui a mis la puce à l'oreille aux émetteurs d'ETF et de TP et se sont dit, on peut peut-être gagner de l'argent de la même manière. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation légale à ce que cette information soit dans le kit. Par contre, Wow. on est quand même sur des produits qui sont réglementés. On a des produits dans lesquels on a ce qu'on appelle des conditions générales, un prospectus. Donc en fait, cette information, vous allez la retrouver de toute façon dans les documents légaux. Le problème, c'est qu'au lieu de la trouver de façon très visible et très facile sur ce document de 2 pages qu'est le DC, il va falloir Ouais. aller dans le prospectus. Et là, le prospectus, c'est parfois 200, 300, voire 400 pages. Donc, il faut farfouiller. Alors, bon, quand on a l'habitude, hein, on prend le PDF, on fait CTRL F, on fait un mot-clé, landing, on retrouve tout de suite. Hein. On retrouve tout de suite avec des mots-clés. Mais voilà, il va falloir faire cet effort supplémentaire si on veut vérifier, savoir s'il y a cette réplique, s'il y a ce landing. Il va falloir faire un petit peu plus de recherche De pour ce trouver côté-là. ça. Voilà. Et après, il y a un autre, donc il y a un autre point aussi auquel on ne pense pas. Alors, comme je le disais au tout début du webinaire, c'est très peu probable qu'on ait un émetteur d'ETF qui fasse faillite. Donc, je le souligne hein, quand même, parce que c'est la moi qui travaille pour un émetteur, la grande question qu'on me demande tout le temps, c'est si vous faites faillite. Il y a très peu de chances pour qu'on fasse faillite. Et d'ailleurs, des émetteurs comme Granite Share, je pense que c'est un petit peu le cas de tous les émetteurs, ils ont deux entités. Ils ont une entité qu'on appelle le SVP, donc le Special Vehicle Purpose, donc c'est une entité Ouais. qui va émettre les titres, mais qui est une entité dont l'objectif n'est que d'émettre des titres.
Après, l'entité qui va payer les salaires, qui va faire le marketing, qui va faire les dépenses, etc., c'est une autre entité. De telle sorte que si jamais l'entreprise elle est mal gérée, imaginons que le patron il dépense en marketing là où il ne faut pas et qu'il paye, enfin bon, qu'il fasse faillite, bah c'est une entité à part qui fera faillite. L'entité émettrice du titre, elle ne fera pas faillite, puisque normalement, elle n'est pas censée avoir de dette ou Oui, d'activité. tout à fait, ouais. Voilà. Donc, je vous dis, le risque est très, très faible. Mais imaginons qu'on fasse faillite. Qu'est-ce qui va se passer si un ETF à réplication synthétique fait faillite? Là, à ce moment-là, on va prendre, s'il y a des collatéraux, Les collatéraux, ouais. comme je l'expliquais, on va prendre les collatéraux, là où ce sera certainement une entreprise de liquidation ou autre. Enfin, je vous épargne des trucs juridiques, mais en gros, les collatéraux qui ont été déposés en garantie vont être liquidés. Donc, on va vendre les actifs et on va les retourner vers les investisseurs. On va dire, voilà, on vous donne ce qui reste. Mm. Si on est sur un ETF physique, le problème, c'est que les collatéraux, c'est les actions en elles-mêmes. Donc, si on est sur un ETF qui a 100 milliards d'actifs sous gestion, par exemple, d'AUM, on a 100 milliards. Bah, qu'est-ce qui va se passer s'il fait faillite? Les liquidateurs ils vont devoir liquider les actions à hauteur de 100 milliards. Et donc, du coup, ça va créer, bah, tu sais comment fonctionnent les marchés, une Oui, forte baisse des marchés. Et donc, en fait, ce qu'on va vous rendre à la fin, ce sera après la liquidation, donc ça sera après la baisse des marchés. Donc, en fait, le mécanisme en lui-même de mm. liquidation va créer la dévalorisation Encore de plus. votre investissement. C'est Ouais, pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir un collatéral qui est différent de l'actif dans lequel on est investi, parce oui, que vous êtes investi dans un ETF CAC 40, qu'on vende 100 milliards de S&P 500, ça n'impactera pas votre investissement. Alors que si on détient les 40 actions du CAC 40 à hauteur de 100 milliards, je ouais. prends un exemple extrême, bien sûr, hein, là, ça impactera directement votre investissement. Donc, tout ça c'est des choses qu'il faut savoir. C'est un petit peu technique peut-être, Oh, mais mais c'est voilà, bien, ça je permet de voulais le clarifier. partager. De toute Oui, façon, si vous avez des questions sur des ETF ou autre, de toute façon, la meilleure chose à faire, la première chose à faire, c'est d'aller regarder ce fameux DICI, ce fameux document dans lequel on a toutes les informations. Et si après vous avez plus de questions, il ne faut pas hésiter à contacter l'émetteur. Alors, si c'est un ETF faire le iShares, prospectus. ouais, prospectus, ouais, c'est quand même cossu d'aller C'est lire un quand même dur. prospectus. Moi, je le sais, je les ai traduits. Alors, je vous dis, je te dis, c'est une galère pas possible. Oui, je Mais, sais, ouais. mais au moins, contacter l'émetteur. En général, vous avez toujours un formulaire de contact. Moi, ça fait pas. Moi, je réponds assez tous les jours à des gens qui me contactent sur les produits de Granit Share. Est-ce qu'ils sont listés là? Est-ce qu'ils sont PE? Quels sont les frais? Quels sont ci? Quels sont ça? Comment ça fonctionne? Bon, voilà. Donc, il y aura toujours de toute façon quelqu'un qui sera là pour vous répondre si vous avez une question. Ok, parfait. Et juste une petite question, tu sais, par rapport aux ETF, parce que moi, ça m'arrive d'en trader là aux US, par exemple, des ETF à effet de levier 3 sur les indices. Ouais. Eux, on peut les considérer comme synthétiques ou comme parce qu'ils Alors, sont quand même modifiés. il y a de très fortes chances pour que ce Ouais. soit des ETF à réplication synthétique. Mm. Il y a de très très fortes chances. Les ETF les ETP de Granit Share qui seront aussi à effet de levier, on a du GAFAM, du FANG, on a du single stock, enfin l'action simple, Ouais. donc Amazon, Facebook, etc. Levier long 3X, levier short 3X. On a ces produits-là, c'est que de la réplication synthétique sous Synthétiques, ouais. forme de swap avec Natixis, avec un collatéral, etc., comme je vous ai expliqué. Ok. Maintenant, je connais des émetteurs qui ont le business model justement de lending. Donc, eux, en fait, ils détiennent, en fait, bah, si vous achetez un ETF, j'en sais rien, moi, un ETF Facebook, ils vont aller acheter 3 actions Facebook, qui vont aller prêter, donc ils vont avoir 3 fois plus de revenus sur le prêt. Donc, c'est ça qui les intéresse. Mais ça nécessite aussi que l'émetteur il ait plus de cash parce qu'il est obligé, à chaque fois qu'il a un investisseur qui met 10, lui, Ouais. il est obligé de mettre 30 sur les 30. marchés. Ouais. Donc, il est obligé d'avoir du cash en réserve. Mais par contre, c'est rémunérateur parce qu'il prête 30. Il a à ce moment-là, on va dire, s'il reçoit 2% par an de rémunération, ça ne sera pas sur 10 euros, ce sera sur 30 euros. Donc, pour lui, c'est Mm. tout bénef. Tout à fait. Donc, Ok, ça existe. parfait. Les deux existent. Mais bon, on peut partir du principe que c'est beaucoup plus souvent la réplication synthétique quand il s'agit d'avoir des effets de levier. Ah oui, oui. Parce que Oui, bah, c'est normal en même temps.
parce que le tracking error, il est encore plus difficile avec l'effet de Les levier. C'est-à-dire classages et que, tout. exactement, exactement. Donc, c'est Ouais, encore plus compliqué avec une réplication physique. Donc, ouais, en général, c'est du synthétique. Alors, je ne sais pas aux États-Unis, par contre, si vous avez les. Parce que je parlais de d'ici, les documents d'information clés, ouais. c'est propre à l'Europe, ça, c'est propre à la réglementation européenne. Aux États-Unis, vous devez avoir d'autres types de documents, je pense des fact sheets peut-être ou d'autres Ouais, les choses. fact sheets, ouais. Ouais, voilà, je Ouais. pense qu'il y a d'autres équivalents, hein. Ok, parfait. Ben, écoute, merci beaucoup. Ça clarifie beaucoup de choses. Moi, j'aurais appris beaucoup de choses, en tout cas, pendant Eh ben, avec le- plaisir. l'enregistrement. Non, c'est sûr que au niveau du collatéral et tout, ça, c'est vrai que c'est un mécanisme que je connaissais pas forcément au niveau des ETP. Enfin, parce que personnellement, je fais beaucoup de physique, donc c'est vrai que je connaissais pas au niveau du mécanisme. Donc ça, c'est quand même assez intéressant à savoir. Et Mais pardon, excuse-moi. j'ai donné beaucoup d'exemples de Ouais, collatéral, de garanties, etc. Toutes ces ouais. garanties-là, que ce soit réplication physique, collatéral pro, c'est des garanties qui sont là pour rassurer les investisseurs Oui, et tout à les fait. traders en cas de faillite. Mais encore, comme je le disais tout à l'heure, la probabilité de faillite entre le fait que l'entreprise, normalement, qui émet est séparée de l'entreprise opérationnelle Ouais. et le fait qu'en fait, en réalité, un émetteur de d'ETF n'a pas de risque de marché, en réalité, le risque de faillite est très, très faible. Mais on offre quand même ces garanties-là en plus aux investisseurs pour les rassurer. Ok, ça marche. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que Marc sera là pour répondre aux questions Avec, si vous en avez. Et puis, ben, écoute, Marc, merci beaucoup pour ce partage aujourd'hui. bah, je t'en prie, alors je voulais faire une petite annonce aussi, j'en Oui, profite, hein. oui, tout Mon à fait, dernier vas-y. tiers, Pas de problème. ça fait quelques mois que je travaille à la traduction du site en français. Alors, c'est pas Ouais, la partie la plus passionnante de mon travail, mais si on travaille là-dessus, c'est parce on va annoncer, alors je l'annonce un petit peu, je sais pas quand la vidéo sera postée, là on est le 24 août, mais tout début septembre, on va lister tous nos produits à la Bourse de Paris. Donc ça, cool. c'est petite Ça, nouveauté c'est une bonne que nouvelle. voilà. Et pour l'occasion, donc on va traduire le site en français bien sûr, et on va rajouter toute une gamme de TP sur les actions françaises, Airbus, Sanofi, Total, Danone. On aura toute une gamme Waouh. d'actions françaises pour pour nous. Voilà. Ok, ben, c'est parfait, ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, exactement. Donc, ceux qui veulent se traiter avec levier 3 sur les actions françaises, ce sera possible à l'achat comme à la baisse. Ok, parfait. Voilà. Ben, merci beaucoup pour ce renseignement. Et Je t'en puis, prie. Et puis, je te remercie donc, pour le partage de toutes ces informations aujourd'hui. Donc, comme je disais, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires sur quoi que ce soit. Et puis, ben, merci encore, Marc. Merci à toi. C'est toujours un plaisir de venir sur ta chaîne YouTube. Ben oui, Comme merci beaucoup. Laetitia le disait, je répondrai à tous les commentaires et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Parfait, merci beaucoup. Merci, bye bye. Salut.